Bon, je crois qu'on peut le dire, il fait un temps à faire fondre un Saint-Bernard. Et toi, tu te dis peut-être que ton chien souffre autant que toi de la chaleur. Ouais? Eh ben non, pas du tout même. Ton chien est objectivement moins bien équipé que toi pour supporter les fortes températures. Toi, tu transpires de partout, et quand tu transpires, ça te rafraîchit. Je pense que tu dois connaître le concept. Lui, il n'a quasiment aucune glande sudoripare fonctionnelle, à part sous les coussinets. Sa seule vraie option pour se rafraîchir, c'est l'allaitement. Et ce système, tu vas le voir, a de vraies grosses limites quand l'air devient chaud et humide. Moi, c'est Roxane, je suis comportementaliste canin depuis 13 ans et aujourd'hui, on va voir pourquoi le chien peut littéralement cuire de l'intérieur, quels sont les vrais facteurs de risque, comment reconnaître un coup de chaleur, mais surtout, comment agir efficacement si ça arrive et comment l'éviter. On terminera également la vidéo par quelques petites astuces qui vont permettre à ton chien de mieux supporter la chaleur à la maison. Parce que heureusement, il n'y a pas besoin d'attendre un coup de chaud pour l'aider à être mieux dans son corps, dans ces températures de dingue. Allez, installe-toi à l'ombre, on embarque. Bon, tu l'as remarqué, quand il fait chaud et que tu es mouillé, la température extérieure devient beaucoup plus acceptable. C'est le principe de la transpiration, elle te permet de réguler ta température. Jusque-là, je t'apprends rien de fou. Les glandes sudoripares qui génèrent la transpiration, ton chien en a aussi, sauf qu'elles sont exclusivement sous les coussinets. Donc ton chien ne transpire que par là. Pas très pratique parce que la surface est minuscule et en plus il marche dessus le pauvre. Du coup, Toutou peut pas vraiment compter là-dessus pour réguler sa température. C'est pour ça qu'il allaite. Ce mécanisme est son principal allié pour se rafraîchir. L'air circule sur ses muqueuses humides, ce qui fait évaporer de l'eau. Cette évaporation consomme de l'énergie thermique et réduit donc la chaleur corporelle. Par contre, ce système, je te l'ai dit, il a un point faible. Quand l'air est très humide, ça devient beaucoup moins efficace. C'est physique, un air saturé en humidité ne peut pas absorber plus d'humidité. Or, le corps du chien, c'est une machine qui produit de la chaleur en continu. La température corporelle normale d'un chien, elle se situe entre 38 degrés et 39 degrés. Mais renifler, courir, jouer, s'exciter, même juste marcher, augmente la production de chaleur. Ajoute à ça que le fait d'halter, c'est un vrai travail musculaire actif. Et là, tu vois certainement où je veux commencer à en venir. Pour lutter contre la chaleur, ton chien allaite, ce qui lui fait utiliser son énergie, ce qui augmente encore la chaleur corporelle. Un bon vieux cercle vicieux, quoi. Or, c'est là qu'on a un problème. Si le chien produit plus de chaleur qu'il n'en élimine, c'est là que sa température interne commence à monter. Et contrairement à ce que certains pensent, cette augmentation de chaleur, elle n'est ni gentille, ni linéaire, ni progressive. Ce système peut basculer très vite. Le coup de chaleur, c'est pas juste un coup de chaud, c'est une réaction en chaîne. Et cette réaction en chaîne qui perdure même après l'effort peut amener à des catastrophes. Bref, au final, quand toi tu disposes d'à peu près 2 mètres carrés de corps pour dissiper ta chaleur, lui, il a à peu près l'équivalent d'un mouchoir en papier mouillé au fond de la gueule, quoi. Et ça explique pourquoi certains chiens sont plus à risque que d'autres, pourquoi une voiture ou un trottoir peuvent tuer en quelques minutes, et pourquoi la façon dont tu le refroidis en urgence peut tout changer. Le bulldog français ou anglais, le carlin, le charpais, le boxer, on les reconnaît direct, ces petites frimousses au nez aplati, voire absent. Si tu ne le savais pas, ce physique un peu particulier est un réel handicap pour lutter contre les fortes chaleurs. Et je vais t'expliquer pourquoi dans les grandes lignes. Comme tu l'as compris, le système respiratoire du chien, donc son nez, sa gueule, sa trachée, c'est son meilleur allié pour réduire sa température corporelle. Le souci chez ces chiens-là, c'est que tout l'appareil respiratoire est compressé dans un espace bien trop petit. Narines rétrécies, palais mou trop long qui pend dans la gorge, trachée parfois plus étroite que la normale. Pour les petits gabarits, la surface de gueule est déjà plus réduite que les autres, mais en plus le reste est à moitié obstrué. Ils doivent donc fournir un effort bien plus important pour rentrer et sortir le même volume d'air. Et je vais même t'en rajouter une couche. Plus le chien force pour respirer, plus les tissus de la gorge s'enflamment et gonflent, sous l'effet des frottements et de la pression négative répétée, ce qui obstrue encore un peu plus l'air. C'est le cercle vicieux plus. Pour les amateurs de données chiffrées, voici les résultats d'une grande étude britannique que tu retrouves en description.
Ils ont pris le Labrador comme race référente et ils ont étudié plus de 400 cas de coups de chaleur. Le chocho arrive en tête avec un risque multiplié par 17. Comparé au Labrador donc, tu suis j'espère. Vient ensuite le Bulldog anglais dont le risque est multiplié par 14, le Bulldog français multiplié par 6 et enfin le Dog de Bordeaux multiplié par 5. Ce qui nous emmène au prochain facteur, le poids et le gabarit. Dans cette même étude, on peut constater que le surpoids par rapport au standard de la race multiplie encore le risque de coup de chaleur, et d'autant plus au-delà de 50 kg. En 2 mots, tu le sais peut-être, le tissu graisseux est un super isolant thermique. Il retient très bien la chaleur dedans le chien. Et comme si ça suffisait pas, le chien en surcharge pondérale dépense plus d'énergie pour pouvoir se déplacer, donc augmente encore sa température corporelle. La double peine quoi. Donc en hiver, un peu de gras superflu, on s'en fout. Par contre l'été, ne fais pas gaffe qu'à ton body et ziote un peu aussi celui de ton chien. Et là bien sûr c'est pas pour brancher, c'est plutôt pour ne pas risquer sa vie à chaque déplacement. Alors les chiens de travail, ils sont ni brachycéphales ni en surpoids, mais pourtant ils risquent quand même gros. Ici c'est une question de comportement. Ils ont été sélectionnés pour leur endurance au travail et leur motivation. Une étude israélienne a montré que le risque de coup de chaleur chez le Malinois est multiplié par 24 et juste par 2 chez les Golden et les Labradors qui, je te le rappelle, sont de base des chiens de travail, des retrievers. Mais bien évidemment, ce ne sont pas les seuls concernés. Tu peux rajouter à cette liste le Border Collie par exemple ou le Jack Russell. Tous ces chiens peuvent être beaucoup trop à fond sur la mission, le travail, le jeu qu'ils sont en train de mener et ils n'écoutent absolument pas les signaux d'alerte que leur donne leur corps. Du coup là, c'est clairement le rôle des maîtres de mettre un stop à l'activité avant que ce ne soit trop tard. Concernant l'âge et le manque de forme, les chiots et les vieux chiens sont clairement bien moins équipés pour réguler leur température. Mais pas que. Un chien dont l'activité quotidienne est déclinante, certaines maladies, une condition physique dégradée ou bancale, un manque d'habituation aux températures élevées. Ces conditions-là amènent un terrain très favorable aux coups de chaleur. Bon, et le poil alors ? Beaucoup de personnes pensent encore que les chiens avec pas mal de poils ou de sous-poils souffrent plus que les autres quand il fait chaud. Or, ce poil leur permet justement d'être protégés du rayonnement direct du soleil, contrairement aux chiens qui ont le poil très ras, qui eux peuvent vraiment souffrir très fort quand ils sont en plein cagnard. Du coup, raser ton chien n'est pas forcément une bonne idée. Là, il vaut mieux que tu en parles avec ton vétérinaire. Lui te dira si, en effet, ça vaut le coup ou non, surtout pas. En gros, il faut se dire qu'il n'y a que ceux qui ont un sous-poil vraiment très très serré, très foisonnant, qui effectivement souffrent plus, dans le sens où l'air ne peut pas circuler dans ce fameux sous-poil. Bref, le vrai gros risque, il est rarement lié à un seul facteur. Souvent, c'est une combinaison. Par exemple, un bulldog français de 15 kg qui n'a jamais été habitué à la chaleur réunit 3 gros facteurs de risque. Et parallèlement à ça, ton chien peut ne cocher aucune de ces cases et malgré tout être en danger dans les mauvaises conditions. On va voir ça tout de suite. Bon, maintenant qu'on sait que le chien souffre plus que nous de la chaleur, on va évoquer ensemble des pièges dans lesquels on pourrait quasiment tous tomber. Certains sont très connus, d'autres sont carrément contre-intuitifs. Bon la voiture, tu te dis oui, on le sait déjà, merci, mais attends, parce que là j'ai quelques chiffres hyper intéressants à te donner. On a tous dit un jour, ou entendu dire, j'en ai juste pour 5 minutes, je laisse les fenêtres entrouvertes, ça va être super rapide. On va voir ensemble pourquoi c'est une très mauvaise idée, même hors canicule, chiffres à l'appui. Des chercheurs américains ont mesuré en continu la montée en température d'une berline sombre garée en plein soleil. Ils ont pris ces mesures sur 16 journées différentes avec des températures comprises entre 22 et 35 degrés. Les conclusions, c'est que déjà, la vitesse de montée en température ne dépend pas du tout de la température de départ. Du coup, même par une journée pas si chaude, le phénomène reste très brutal. En moyenne,
l'habitacle gagnait 1,8 degrés toutes les 5 minutes. Et la majorité de la hausse totale se fait dans les 30 premières minutes. Du coup, même avec seulement 22 degrés dehors, la température à l'intérieur de l'habitacle monte jusqu'à 47 degrés en 1 heure. Entrebâiller les fenêtres, ça n'a qu'un impact dérisoire sur ce réchauffement. Donc bref, t'as compris, à part en hiver, non, on laisse pas le chien seul en voiture, même juste pour quelques minutes. Sa vie, et avant ça son confort, en dépendent. Donc là, il y a plein d'études qui montrent l'intensité de réchauffement et de rayonnement du bitume. Quand le béton atteint 40 degrés, l'asphalte, lui, monte à 51 degrés. Et tu dois savoir qu'à partir de 51-52 degrés, une brûlure cutanée sévère peut survenir en 1 minute de contact continu. Alors oui, tu vas me dire, le chien il a des coussinets, donc une espèce de protection. Mais ce n'est pas une semelle. Les coussinets, ils sont faits d'une peau plus épaisse, certes, mais cette peau, elle est vascularisée, elle est vivante, tu vois. Donc la blessure, la brûlure existe bien évidemment. Et j'ai bien dit 1 minute de contact continu. C'est-à-dire que t'attends pour traverser, c'est cuit. Tu fais une pause pour rattacher ton lacet, c'est cuit, c'est brûlé. Si le bitume est extrêmement chaud quand le soleil tape plein pot dessus, c'est pas tout. Parce que même une fois qu'il est à l'ombre, il va continuer à restituer de la chaleur pendant plusieurs heures. Du coup, même si tu as l'impression que l'air s'est un peu rafraîchi, c'est pas encore le cas du sol sur lequel ton chien va poser ses petites patounettes. Il y a un petit test que tu peux faire pour vérifier si le sol est trop chaud ou pas pour ton chien, c'est d'y placer le dos de ta main sur le sol. Si tu arrives à tenir 7 secondes, ton chien peut tenir. Si tu n'arrives pas à tenir 7 secondes parce que c'est trop chaud, laisse tomber, tu reportes ta balade à plus tard. Ce sera trop chaud pour ton chien. On l'a vu dans les chapitres précédents, un chien, ça ne s'écoute pas toujours. Et ça peut avoir beaucoup de mal à anticiper les problèmes face à la joie de jouer, se promener, etc. Tu ne dois donc pas lui faire confiance là-dessus. Ce n'est pas parce qu'il commence à s'activer que c'est bon, il va pouvoir gérer. Là encore, c'est à toi de stopper l'activité en cours si tu vois qu'il commence à faire trop chaud, ou de ne pas sortir ni jouer quand la température à l'extérieur est beaucoup trop élevée. Alors certes, quand le pelage du chien est mouillé, s'il y a un peu d'air, ça va l'aider. Mais encore faut-il faire ça correctement. Je m'explique. L'arroser sur la tête et sur le dos, ça va pas être très efficace. Le poil à ces endroits-là est plus épais et, si je puis dire, plutôt hermétique. L'eau puis l'air ne vont pas toucher directement la peau. Or, c'est de ça dont on a besoin pour qu'il y ait un échange thermique efficace. Par contre, tu peux allègrement mouiller tout ce qui va être sous le corps. Aisselle, ventre, intérieur des cuisses. Là, ça va le rafraîchir temporairement, mais plutôt plus efficacement. Petite parenthèse, si ton chien est dans la flotte, qu'il nage, toi tu te dis innocemment, c'est bon, on peut jouer pendant des plombes parce que de toute façon, il est rafraîchi par l'air. N'oublie pas que après l'arrêt de l'activité, la température du corps du chien continue à augmenter. C'est-à-dire que même s'il est dans l'eau, il va falloir que tu penses à cesser les activités, à ralentir les activités pour que son corps puisse arrêter de produire de la chaleur. Bon, on a vu le mécanisme, les profils à risque et les dangers, on va dire, du quotidien. Maintenant, la question qui compte vraiment, comment tu sais que ton chien est en train de basculer? Et qu'est-ce que tu dois faire avant que ça devienne une urgence vitale? Tous les chiens allaitent quand ils ont chaud. Et heureusement, ça ne veut pas dire qu'ils sont en train de faire un coup de chaleur. La difficulté, c'est de reconnaître à partir de quel moment le corps n'arrive plus à suivre. Une grande étude anglaise a permis de construire un outil de classification clinique en 3 grades qui va te donner une grille de lecture en fait hyper concrète. Dans près de 70% des cas, le chien allaite
un peu plus vite ou un peu plus fort que d'habitude. Il va rechercher l'ombre ou le frais activement, il a l'air un peu mouligasse, mais il répond quand même normalement quand tu l'appelles. À ce stade, le coup de chaleur, il est facilement réversible. Sauf que c'est aussi le moment où la plupart des gens ne font rien, parce qu'ils se disent qu'il a juste un peu chaud et qu'il va se remettre dans 3 minutes après s'être reposé. Au grade modéré, on va voir apparaître des vomissements, des diarrhées. Le chien peut faire une crise convulsive isolée. Il peut aussi faire des collapsus, c'est-à-dire il s'effondre et il se relève. Et là, clairement, on n'est plus dans le « ça va aller ». Il faut agir. Au grade sévère, le pronostic vital est engagé. C'est une urgence vétérinaire. On voit apparaître des dysfonctionnements neurologiques francs, comme par exemple la désorientation, la stupeur, voire même le coma, mais malheureusement aussi des hémorragies digestives et des troubles de la coagulation. Alors c'est sûr qu'on se balade rarement avec un thermomètre dans la poche pour prendre la température du chien et voir où il en est, mais clairement ces signes cliniques, ils sont faciles à observer, ça doit t'alerter. Donc pour éviter que ça dégénère, déjà tu peux exclure les sorties et on va dire toute activité physique entre 11h et 17h quand il y a vraiment des fortes chaleurs. Même une simple baladounette tranquille peut faire basculer un chien à risque si l'air est chaud et humide. Souviens-toi du premier chapitre, s'il y a de l'humidité dans l'équation, l'allaitement ne rafraîchit plus. Évidemment, il faut qu'il ait un accès permanent à de l'eau fraîche. Et si jamais il est dehors, ombre obligatoire. Ça, c'est pas négociable. Une acclimatation progressive peut aider énormément. T'as passé tes vacances au frais, c'est les premières chaleurs de l'année, tu as déménagé dans un endroit où il fait beaucoup plus chaud. Les premiers jours vont être très compliqués pour ton chien. Pendant 1 à 2 semaines, dis-toi qu'il va falloir entraîner ton chien à résister à la chaleur. Et donc ça veut dire la réduire au maximum, toutes les activités, les balades et tout ça, vraiment fais-en le minimum et tu vas augmenter progressivement petit à petit. On va laisser le chien en voiture, ça c'est carrément interdit, hein, tu l'as vu tout à l'heure, même 5 minutes, laisse tomber, c'est mort. Tester la chaleur du bitume avec ta main, là t'as compris l'enjeu. Et tu l'as compris tout à l'heure, si ton chien fait partie des catégories à risque, tu vas devoir le surveiller 3 fois plus que les autres et limiter encore plus les activités et les balades. Tu as des chiens qui sont au grade 2, qui arrivent à remarcher normalement, qui ont l'air de nouveau câblés normalement, et qui, quelques minutes après, s'effondrent. Pourquoi ? Tout simplement parce que les lésions internes vont continuer à s'étendre, même après l'effort. Bon, maintenant qu'on sait reconnaître un chien qui commence à être en difficulté, comment l'aider efficacement ? Parce que là aussi, il y a des réflexes qui sont excellents, il y en a d'autres qui sont très moyens. Bon étape 1, arrêt immédiat de l'activité. Même si Toutou continue à réclamer de faire des trucs. Ne te dis surtout pas « Oh, allez, encore 5 minutes ». Non, on arrête tout, on rentre. Chaque minute supplémentaire d'activité continue de produire de la chaleur. Étape 2, on dégage de la source de chaleur. Alors ça peut paraître évident, mais certains oublient trop souvent que le bitume, le sable, un mur qui a été en pleine cagnasse toute la journée, ces choses-là rayonnent de la chaleur, elles en émettent. Donc Toutou à l'ombre, oui, mais en plus tu veilles à ce qu'autour de lui, il n'y ait rien qui diffuse du chaud en continu, quoi. Étape 3, refroidir le chien avec de l'eau fraîche. Je te l'ai dit tout à l'heure, les zones les moins poilues permettent un refroidissement plus efficace. Alors vise ces zones-là. Il est capital d'associer serviette mouillée ou spray avec un système de ventilation. Si tu ne fais que mouiller le corps de ton chien mais que l'air ne passe pas dessus, il n'y a pas de refroidissement. L'eau que tu mets sur son corps va atteindre la température de ton chien très vite et il n'y aura pas d'échange thermique. Si tu mets de l'air là-dessus, c'est là que tout va se passer. Les vétérinaires recommandent aussi l'immersion dans l'eau froide. Donc pas glacée, je précise.
Évidemment, tu prends soin de faire ça doucement et toujours avec le système respiratoire hors de l'eau. Hein. On ne veut pas rajouter de noyade aux problèmes déjà existants. Merci. Et clairement, si tu as un chien brachycéphale, opte carrément pour la serviette mouillée parce que le risque de noyade là est trop important et tu ne pourras pas lui rafraîchir la tête en l'immergeant. Une étude britannique, encore, ils sont très forts, a montré que seulement 21,7% des chiens qui avaient été amenés chez le vétérinaire pour un coup de chaleur avaient été préalablement refroidis par les maîtres avant d'arriver à la clinique. Or, les recommandations officielles précisent très clairement que on refroidit d'abord, on transporte ensuite. Là, il faut se dire que c'est une course contre la montre. Chaque minute passée, si tu ne refroidis pas ton chien, je te rappelle que sa température, elle continue d'augmenter. Et donc, refroidir au plus vite, c'est limiter aussi toutes les lésions internes au plus tôt. La priorité, c'est d'abord descendre la température. Et enfin, dernière étape, qui paraît évidente, et je te l'ai dit tout à l'heure, même si ton chien semble aller mieux, tu le gardes sous étroite surveillance et tu appelles ton veto. Certaines complications peuvent apparaître plusieurs heures après le dit coup de chaleur, comme par exemple une atteinte rénale, des troubles de la coagulation, des lésions digestives, des atteintes neurologiques. Maintenant, même si je pense que tu as compris l'enjeu vital de la situation, on va quand même faire le tour des 2-3 trucs à ne surtout pas faire quand ton chien fait un coup de chaleur. Le bain d'eau glacée. Alors, il a été conseillé pendant des années, sauf que on s'est aperçu que la vasoconstriction qui apparaît quand le chien est immergé dans l'eau glacée, en fait, elle limite les échanges thermiques. Ce n'est pas efficace, c'est bien moins efficace que l'eau tout simplement fraîche. Deuxième truc à pas faire, c'est rien faire. Je te l'ai dit, le coup de chaleur, c'est une urgence vitale. Tu ne dois pas le prendre sous la jambe. Dernier truc à ne pas faire, c'est continuer la balade malgré tout, même à 2 à l'heure. Le refroidissement du corps de ton chien, il ne peut commencer que quand toute activité cesse. Donc, si on résume, je te fais un petit pense-bête et n'hésite pas à te le coller sur le front si tu as peur d'oublier, c'est on arrête, on met au frais, on refroidit et on appelle le veto. On arrête, on met au frais, on refroidit, on appelle le veto. Tu l'auras compris, un coup de chaleur, c'est différent d'un chien qui a juste chaud. C'est une urgence médicale qui est évitable si on a les bons réflexes. N'oublie pas que c'est toi l'humain, c'est toi qui sais ce qui va se passer derrière. Donc ne compte pas sur ton chien pour te prévenir que commence à faire chaud quoi. Et finalement, être un bon maître en période de canicule, ça veut pas dire trouver des astuces pour pouvoir continuer à faire des grosses balades à 35 degrés. Peut-être que c'est plutôt savoir organiser des sessions de sieste au frais tant qu'il fait beaucoup trop chaud dehors. Et pour pouvoir vivre à l'intérieur sans trop souffrir de la chaleur, évidemment, il y a des méthodes. Déjà, et c'est aussi pour toi, fermer tes volets et tes fenêtres permet d'isoler quand même ton domicile de l'air brûlant de l'extérieur. Là, j'espère que je ne t'apprends rien. Tu peux bien sûr ajouter à ça l'histoire de la serviette mouillée plus la ventilation. La ventilation, ça normalement, ça fonctionne plutôt très bien sur ou sous ton chien. Attention, je précise quand même, vérifie que la serviette est bien toujours mouillée. Si elle ne l'est plus, réhumidifie-la. Et n'hésite pas aussi à la toucher de temps en temps. Si tu sens que la serviette a atteint la température de ton chien, tu la prends, tu la secoues un peu devant ton ventilo. En 3 secondes, elle va être rafraîchie, pouf, tu la remets sur toutou et on repart pour une petite séance de rafraîchissement. Le brumisateur, oui, ça peut t'aider aussi, si tu le fais évidemment avec parcimonie, le but n'étant pas de faire de ton chien une éponge, avec parcimonie régulièrement et bien entendu toujours avec une ventilation, tu as compris. Le ventilateur seul n'apporte quasiment aucun bénéfice à ton chien qui, je te le rappelle, ne transpire pas.
Si tu as un jardin, un petit bénéfice humidité grâce au jet d'eau, pourquoi pas, là encore s'il n'en a pas peur. Par contre, ne lui fais pas faire le dingue sous prétexte qu'il est mouillé. On le redit encore une fois, une dernière fois, la température corporelle du chien ne cesse d'augmenter tant qu'il n'arrête pas l'activité. Donc s'il a déjà trop chaud, que tu le mouilles, oh super, et tu vas le faire jouer comme un débile, eh bien bénéfice zéro. Donc on mouille, on peut chahuter gentiment, mais voilà, il ne faut pas qu'il y ait d'agitation et il ne faut pas qu'il y ait de surexcitation. Tu as aussi tous les objets que tu peux remplir de quelque chose et mettre dans ton congélateur. Moi par exemple, j'ai un nonos et une balle qui sont je sais pas où. Et quand je sens que mon petit chien a chaud, eh bien je lui en donne un. J'en ai deux, donc quand l'un a fondu, hop, je bascule. Et il adore jouer avec ce truc un peu glacé là, qui lui fait énormément de bien. Il s'occupe en se rafraîchissant. Tu peux aussi utiliser par exemple un tapis de léchage. Tu me tartines ça avec quelque chose, congélo, et pareil, c'est une glace, un truc qu'il aime quoi. On peut aussi évoquer certains fruits congelés. Donc par exemple la pastèque, parce que c'est globalement que de la flotte. Ne mets pas les pépins. Tous les fruits avec les pépins, on dégage quoi. Hein, et le chien, ce n'est pas bon pour ton chien les pépins. Mais tous ces fruits qui sont gorgés d'eau, fais-en des petits quartiers, tu les congèles et hop, tu donnes à Toutou pour qu'il suçote ça. Il va être tout content. Les tapis rafraîchissants, donc rempli de gel ou d'eau, c'est ok, ça rafraîchit un petit peu. Par contre, attention, dès que le tapis atteint la température corporelle de Toutou, il dégage le temps que le machin se refroidisse et ensuite il peut y retourner. Moi, je n'ai pas pu utiliser ça par exemple avec mon gros vieux chien Scar, 40 kg de chien qui a du mal à se lever. J'allais pas toutes les 5 minutes lui dire ah non attends c'est chaud, dégage, reviens quoi. Donc voilà, ce n'est pas utilisable avec tous les toutous, mais il y a un bénéfice malgré tout de rafraîchissement. Voilà, du coup là je t'ai cité à peu près tout ce que moi je connais comme astuce, tous les trucs qui ont été éprouvés par mes chiens et qui fonctionnent. Maintenant, si toi-même tu as des idées géniales que je n'ai pas citées, eh bien laisse-nous-les en commentaire. Ça servira forcément à quelqu'un, moi y compris. En tout cas, avec ce que je t'ai donné, tu as déjà de quoi passer un été relativement frais pour Toutou. N'hésite pas à partager cette vidéo avec d'autres maîtres de chiens que tu connais, parce que comprendre et prévenir le coup de chaleur, très clairement, ça peut sauver des vies. Like, abonne-toi, active la clochette, et puis laisse-nous tes expériences ou ton avis en commentaire. Et nous, on se retrouve dans 2 semaines du coup pour une prochaine vidéo. Prends soin de toi et de lui. Bye.